Les îles fascinent, elles ouvrent des mondes physiques et sensoriels et des mondes fictifs, terreaux d'errance et de rêve. Pour cette 3e édition de Murmure, en collaboration avec le photographe Bernard Pess, nous sommes partis à la rencontre de Porquerolles, de Port-Crozien et de Levantin pour vous proposer une série sur l'insularité et l'île intérieure. Comme des archipels sonores qui explorent ce territoire à la frontière du réel et de l'imaginaire, du visible et de l'invisible, ces zones troubles et intermédiaires dans lesquelles les îles nous projettent. Dans cette série, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Port-Cros, vous allez entendre les paroles d'insulaires, d'artistes, d'auteurs qui vous murmurent à l'oreille leur île intérieure. Certains d'entre eux sont à découvrir jusqu'à début novembre à la Fondation Carmignac et dans les jardins ou au détour d'un chemin sur l'île de Porquerolles, sous forme de portraits sonores. Bonjour Bernard, tu as grandi à Porquerolles. Ta famille est issue de la vague d'immigration italienne arrivée sur l'île au moment de son achat par François-Joseph Fournier en 1912. Tu es photographe, spécialisé dans le portrait. Tu as travaillé pour la presse, la publicité et le monde de la mode. Tu te concentres aujourd'hui sur la photographie d'auteur. Ton livre « Les années douces », dont on a parlé dans le podcast, retrace 40 années de photographie sur l'île entre les années 70 et les années 2000. C'est un témoignage sensible et poétique de la vie sur l'île, mêlant visage et paysage de l'île. Dans ton entretien dans Fragile, tu me disais il y a 3 ans, « L'île a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui ». En quoi dirais-tu que l'île t'a façonné ? Est-ce que c'est du point de vue de ta personnalité, de ta sensibilité, de ta façon de voir le monde ? Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ce que tu as voulu dire par là ? C'est mon enfance, en fait, qui est très importante. Cette île m'a façonné mon enfance. Ma force, elle vient de là, de cette enfance que j'ai passée sur ce territoire qui était très sauvage. On était des sauvages. Elle m'a donné la solitude, elle m'a apporté l'envie de regarder et surtout cette liberté que j'ai toujours en moi, quoi. Voilà. Tu parles beaucoup d'errance dans ton parcours, de ta vie faite d'errance, celle de ta jeunesse, dans les bois, la nuit, avant de commencer ta carrière de photographe, tes voyages tout au long de ta carrière, celle encore aujourd'hui quand tu pars sur les chemins de l'île, armé ou pas de ton appareil photo. En quoi l'île pour toi est un territoire d'errance et est-ce que l'errance favorise la création artistique ? Alors pour moi, oui, l'errance favorise ma création artistique parce que j'adore réfléchir dans mes chemins. C'est un besoin. Il me reste, en fait, de tout mon parcours d'enfant, il me reste à Porquerolles les bois, les chemins, la nature, la mer, les rochers, l'évasion. Dès que je suis, d'ailleurs, on disait toujours, on va derrière l'île. Et la photo que j'ai faite, qui est aujourd'hui exposée à la Fondation Carmignac, représente bien ce passage qui était un passage obligé pour aller derrière l'île. Et j'ai toujours aimé ce passage. Donc c'était une question de liberté, on allait vers rien, quoi, vers le vide. D'ailleurs, parce que le village est tourné vers le continent, et dès qu'on allait derrière l'île, c'était encore autre chose. Alors tu parles en effet de cette photo, donc du rocher des Mèdes qui est aujourd'hui exposé à la Fondation Carmignac dans le cadre de l'exposition L'île intérieure. Est-ce que tu pourrais la décrire peut-être pour les auditeurs qui ne l'ont pas vue ? Est-ce que tu pourrais dire ce qu'elle représente ? Elle pourrait me représenter, c'est prétentieux peut-être, mais c'est une photo très forte, elle est très sculpturale en même temps. C'est un peu la force que ce territoire m'a donnée. Ce rocher me représente bien finalement, entre la fragilité et la force. Et en plus, c'est suivant les journées, le rocher des Mèdes n'est pas éclairé de la même manière. Et je suis passé des millions de fois en bateau devant ce rocher. Et il m'a toujours inspiré. Le commissaire d'exposition Jean-Marie Gallet l'a choisi, explique-t-il, justement pour symboliser ce que tu exprimes Bernard, le passage entre la côte nord et la côte sud de l'île. Il ajoute d'ailleurs que le rocher est un peu portraituré, tu disais que ça te symbolisait, donc il disait lui-même que le rocher est portraituré un petit peu comme un personnage avec ce trou noir dans la roche, comme une béance qui symbolise le début de la fiction, le passage du réel à l'imaginaire. Est-ce que ça te convient comme lecture ?
Ah oui, ça me convient très bien parce que sans qu'on en parle tous les deux, le jour où j'ai entendu Jean-Marie Gallet commenter ma photo, j'ai compris qu'il avait compris ma photo et ça me faisait vraiment plaisir parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est le passage vers autre chose. On s'en va du village et on va vers. Il n'y a rien derrière. Il y a le fond large. de la mer, il y a le large. On est dans l'imaginaire. On peut voir une sirène. Ouais, dans un autre monde, Voilà, quoi, complètement. dans un autre monde. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'errance, Bernard. On peut errer à la fois physiquement, mais on peut errer aussi dans son imaginaire. Je pense que toi, tu expérimentes un petit peu les deux et que c'est par l'errance physique que tu rentres certainement dans une certaine errance imaginaire. Est-ce que l'errance peut s'apparenter en quelque sorte à une forme d'ennui ? L'errance et l'ennui, pour moi, sont les mêmes choses. Il faut s'ennuyer dans la vie. Enfin, moi, mon père me dit, si tu t'ennuies, c'est très bien, parce que tu penses. Donc, et mon père m'a laissé errer. D'ailleurs, j'ai arrêté l'école très tôt, parce que, à Porquerolles, évidemment, à mon époque, on était plus dans la nature, dans les bois, qu'à l'école, quoi. Et donc, il m'a laissé errer dans cette île, et j'ai erré sans arrêt la nuit, le jour. Et en fait, l'errance dans les chemins, c'est un ennui. On marche, on pense, on s'ennuie, on réfléchit. Et donc, à un moment donné, évidemment que ça apporte... ça peut faire du mal aussi. On peut aussi être... ça peut compliquer aussi. Moi, ça me compliquait aussi les choses parce que j'avais une vraie question, c'est est-ce que je reste ici ou est-ce que je m'en vais ? Est-ce que je quitte cette île que j'adore ou je reste ici ? Et j'avais tellement envie aussi de découvrir le monde que c'était un vrai problème pour moi. Justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, et d'ailleurs pas qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des penseurs qui ont réfléchi à ça, mais on vit dans un monde de distraction où il est difficile de s'ennuyer. D'ailleurs, Pascal, qui est pas un penseur de notre siècle, écrit dans ses pensées « Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. » Est-ce que tu dirais que l'île t'a appris à t'ennuyer ? Je pense que tu as eu peut-être des parents qui t'ont autorisé à t'ennuyer. Je ne sais pas si aujourd'hui on autorise encore les enfants à s'ennuyer, mais est-ce que l'île t'a appris à t'ennuyer et à faire naître de cet ennui une forme d'imaginaire et de création ? Oui et non, parce que je ne me posais pas la question, c'était comme ça, quoi. D'ailleurs, l'insularité, moi je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, quelque part, l'île, oui, l'île, c'était la solitude. Oui, mais comme tu dis, tout le monde n'est pas capable d'accepter l'ennui, l'errance. Enfin, je veux dire, il faut quand même avoir une certaine solidité. Tout à l'heure, on parlait de comment l'île t'a façonné. Il y a des gens qui ne supportent pas l'ennui. Là, c'est une question sur ma génération d'après-guerre. On était tous pareils, donc on était l'hiver... Donc on prenait pas le bateau pour aller au cinéma, quoi. Aujourd'hui, ils s'ennuient, ils vont au cinéma. On se posait vraiment pas la question, c'est pas une question pour moi. L'île est une source d'inspiration dans ton travail photographique. Tu photographies l'île depuis plus de 50 ans maintenant, avec des pauses plus ou moins longues pour te consacrer à d'autres travaux. Tu te lasses jamais de photographier cette île ? Si, j'ai eu un grand moment, je n'arrivais plus à photographier cette île parce que elle m'inspirait plus. Mais je continuais à marcher, je continuais à faire ça, mais je ne photographiais plus. Elle était pour moi, je gardais ces choses dans ma tête. D'ailleurs, quand j'ai commencé à la photographier, j'ai commencé à faire de la photographie sans appareil photo. J'ai eu un appareil photo assez tardivement parce que j'avais pas les moyens. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rephotographier l'île ? Est-ce que c'est l'île qui change ou est-ce que c'est ton regard sur l'île qui change et qui te donne ce regain d'envie ? En fait, ce qui m'a redonné envie de photographier cette île, c'est quand j'ai fini les années douces. Et j'avais clôturé un chapitre de ma vie. C'est-à-dire quand j'ai commencé la photographie à 14-15 ans. Et quand j'ai fait ce livre avec mon éditeur... Arnaud Bisalion, très impatient, et j'ai dit je suis pas prêt, et j'ai sorti des tonnes de photos et je n'arrivais pas à sélectionner des photos. Et quand il a été réalisé, j'ai compris que j'avais mis
tout un parcours de ma vie dans un livre, que ce parcours était fini, que j'allais recommencer autre chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie de photographier cette île. Mais aujourd'hui, je suis incapable de photographier cette île comme j'ai photographié cette île avant. C'est-à-dire les personnages, le village, ça ne m'intéresse plus. Oui, parce qu'en fait, tu as photographié sur cette île, en tout cas dans ton livre Les années douces, on voit aussi bien les hommes que la nature. C'est une belle illustration de l'étendue de ton sujet insulaire, en tout cas pendant ces années-là. Du coup, tu dis qu'aujourd'hui, t'es plus attiré par la photographie du village, mais que tu vas davantage vers la nature. Mais à l'époque, est-ce que il y avait un sujet, un motif que tu préférais? Parce que dans ton livre Les années 12, ça alterne entre les chemins, entre la mer, entre les visages, les mains, des porquerolles. C'était ma vie. C'était ta vie. C'était ma vie, c'était comme ça. En plus, j'adorais tout ce qui est la photographie de Bernard Plossu, de Robert Frank. Ce style de photographie m'a beaucoup inspiré, donc je photographiais ma vie et mes amis et le village de cette façon-là, quoi. C'était le petit garçon dans ses souvenirs et donc et très près des gens, quoi. Donc et aujourd'hui c'est plus possible, quoi. Et pourquoi aujourd'hui je photographie encore d'une autre façon? C'est aussi une autre façon de voir cette île aujourd'hui et de tranche de ma vie, quoi. Donc je suis passé encore à autre chose, quoi. Voilà. Et je suis très content. Hein. Et ça t'empêche pas d'ailleurs de passer du temps dans le village non plus. Non, ça ne m'empêche pas du tout d'aller. Mais voilà, c'est parce que j'ai un besoin aussi de ça. Mais je serais incapable de faire des photographies dans ce sens-là. Incapable. Pour toi, une bonne photo, c'est une photo qui raconte une histoire. C'est ce que tu disais au micro de Fragile il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu cherches à raconter quand tu photographies la nature sur l'île ? On va revenir toujours là, ce côté du vide, du simple. Donc c'est surtout ça, c'est vraiment mon émotion à moi. C'est comme une peinture. Voilà, je suis plutôt maintenant là-dessus, quoi, voilà. Alors justement, je vais faire un petit peu appel à tes sens. Quelles sensations physiques l'île de Porquerolles génère-t-elle pour toi ? Il y a plein de sensations. C'est-à-dire quand je nage derrière l'île dans le vide, au large. C'est une sensation, je suis seul au monde, quoi. D'ailleurs, il y a cette profondeur de la mer. Et j'adore aussi nager quand il n'y a pas de soleil, parce que on se sent seul, quoi. Après, j'adore, quand je suis dans mes chemins, j'adore les bruits de mes pas, j'adore le bruit du vent. C'est une liberté totale qu'on perd après l'été, parce que l'île devient trop chaotique, il y a trop de bruit qui me gêne et qui m'empêche de penser, qui m'empêche de rêver, qui m'empêche d'aller dans mon imaginaire. Donc en fait, il y a à la fois ces sensations très simples que tu décris, le bruit du vent, le bruit du craquement des branches quand tu marches, la sensation de l'eau sur ta peau, et en même temps, parmi les sensations physiques, j'entends aussi qu'il y a des sensations plus désagréables quand l'île peut-être s'éloigne de celle que tu aimes. Oui, parce qu'aujourd'hui on est devenu une île très connue et donc on paye un peu le succès et donc on est trop près du continent. Par exemple, si on fait le parallèle avec Port-Cros, alors, c'est encore différent parce qu'il est plus éloigné, il y a moins de touristes. C'est plus préservé. Alors, moi, je ne suis pas contre non plus les touristes, hein, c'est pas ça, c'est que ça a changé beaucoup de choses, et donc c'est pas mon univers. Je l'accepte, mais ça me plaît pas, quoi. Le thème de l'exposition de la Fondation cette année, c'est l'île intérieure. Est-ce que tu saurais qualifier cette île intérieure pour toi ? L'île intérieure, c'est personnel. C'est un côté... que les porquerolles de naissance ont en eux, ils l'ont beaucoup l'hiver. Et après, évidemment, dès que l'été ou les touristes arrivent, ils vivent plus une île intérieure. Alors ils se cachent chez eux, quoi. Alors du coup, moi je disais, mais la tienne, Bernard. Et en fait, je sais que pour avoir échangé un petit peu avant,
Tu me parlais d'un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une tension permanente. Il y a ce déséquilibre qui fait qu'à un moment donné, je peux la détester, cette île. Mais en même temps, je la déteste parce que je l'aime, hein, donc, mais je peux la quitter aussi. Aujourd'hui, vivre pleinement sur cette île, c'est possible pour toi ou pas ? Non, et non, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire de ma vie. Et de toute façon, c'est comme ça qu'aujourd'hui j'aime cette île, parce que dès que je vais mal, je reviens ici. Elle me rassure, elle me redonne de la force, et en même temps je peux la détester, oui, je peux la détester. Parce qu'il y a plein de choses qui me conviennent plus, quoi, c'est tout. Mais bon, c'est normal, c'est une société qui a avancé, on est très près du continent, le progrès de plein de choses, du bateau, de machin, a changé beaucoup la donne. On serait au large, on serait des vrais marins, on serait des vrais îliens. Aujourd'hui, on a perdu quand même ce poil d'îlien et d'insularité. Donc voilà, quoi. Alors on y vient justement à l'insularité. À tous mes invités, je demande de la définir, l'insularité. Je sais depuis qu'on travaille sur ce projet de portrait sonore sur l'insularité que c'est une question qui est très difficile pour toi. Comme Léonard Lassalle, donc du Levant, dans son témoignage, il dit quand on a grandi sur l'île, la question de l'insularité, de savoir ce que ça veut dire être îlien, ne se pose pas. On est. Et puis c'est tout. Je sais que ce que dit Léonard te parle énormément. Et puis je me suis souvenue aussi de ce texte de Jacqueline Guéramant, ta compagne, qui se trouve dans les années 12 et qui traduit très bien et très simplement cette difficulté pour toi de répondre à cette question. Il s'agit d'un dialogue dans lequel Léo, ton petit-fils, demande à Jacqueline, sa grand-mère, en parlant de toi. Il dit « Qu'est-ce qu'il dit ?» Et Jacqueline lui répond « Il dit que quand il avait ton âge, il ne savait pas qu'il y avait autre chose que son île. C'était un monde en miniature, une représentation humaine presque complète. Il croyait que tous les gens autour de lui étaient sa famille. Il dit que la première fois qu'il a traversé pour aller sur le continent, c'est comme si toi, aujourd'hui, tu partais pour une autre planète. » En sachant un petit peu cette difficulté pour toi de définir l'insularité, je voulais savoir si avec le recul, avec cette vie passée sur ton île et loin d'elle, tu arriverais à oser une définition de l'insularité aujourd'hui? Écoute, moi, l'insularité, je suis comme Monsieur Lassalle. C'est des questions que je ne me posais pas jusqu'à maintenant, ce que tu me la poses maintenant, quoi. Pour moi, je suis né insulaire, donc je me la pose pas. La vie insulaire, il y a les gens qui sont nés sur une île, ne se la posent pas. Et puis il y a ceux qui viennent chercher l'insularité. Et alors elle peut être très agréable, comme pas agréable du tout. Il y a des gens qui peuvent la supporter et ne pas la supporter. Parce que c'est compliqué la vie dans une île. Donc elle peut être violente. Il y a un côté aussi de communauté entre les personnages qui habitent cette île qui peut être violente. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas la supporter comme l'insularité. Il y a beaucoup de fantasmes en fait autour de l'insularité. Pas pour moi. Oui, j'entends, mais comme tu parles aussi de certaines personnes qui viennent chercher peut-être ici un idéal de vie, tu as certainement pu observer qu'il y a des gens qui vivent une certaine illusion aussi. Il y a plein de citadins qui quittent les villes pour aller à la campagne. Bon, là, c'est une île, c'est particulier, parce que les îles, c'est entouré de la mer, et tu peux pas partir comme ça. L'hiver, tu peux pas aller tout d'un coup aller au cinéma, prendre ta bagnole. Donc, il y a des gens, à un moment donné, qui rêvent de ça, et puis après, qui ne supportent pas. Qui disent, et puis qui veulent que Porquerolles devienne moderne, c'est-à-dire qu'il y ait voilà, des taxis bateaux toute la journée, ou je sais pas quoi. Donc... Est-ce que du coup, tu penses qu'aujourd'hui, on peut encore parler d'insularité pour Porquerolles ? Oui, bien sûr, on peut en parler. Par exemple, quand je regarde les enfants à l'école, ils sont de 0 à 10 ans, je pense qu'ils sont vraiment des insulaires. D'ailleurs, ils ne doivent pas se poser la question, ces enfants. Comme toi, enfant. Comme moi, parce que c'est un fait. Donc voilà, ils se lèvent le matin, les mamans les habillent, ils les amènent à l'école. C'est leur monde. C'est leur monde. Et le monde d'en face, alors ils en peuvent plus, parce qu'ils vont plus en face. Moi, j'y allais pas. Donc voilà, la différence, elle est là, peut-être. Après, il y a des gens qui s'installent ici, qui deviennent des insulaires, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour toi pour
vivre vraiment l'insularité. Je pense qu'il faut aimer cette île, l'apprécier, et être d'accord surtout avec ça, quoi. Si on n'est pas d'accord, ça ne le fait pas, quoi. Merci Bernard. Pour celles et ceux qui auront la chance de se rendre à Porquerolles cet été, vous pourrez découvrir les silhouettes et les visages associés à quelques-unes des voix de cette série, en pleine nature, dans les jardins de la Fondation Carmignac, au jardin Emmanuel Lopez et aux lagunes sur la route qui part du village vers le phare. Les portraits et les sons de la série sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolles toutattaché.com.